présenter. Donc, je connais Sylvestre depuis très longtemps et quand il s'agit de faire une formation que vous connaissez tous, M2 pour les journalistes, qui s'appelle Climat et Médias, donc il fallait recruter des journalistes. Et donc, j'ai été chercher Sylvestre et bien m'en a pris parce que ça a été vraiment un élément essentiel de cette formation. Il nous a aidés dans tous les domaines. Et juste parce que j'ai pas envie de prendre beaucoup de temps, Sylvestre, vous le voyez, moi je le vois pas, je l'imagine comme je suis jeune. Il a un certain âge, une certaine expertise, c'est un excellent journaliste scientifique. Il a été à Libération, il a un blog au Monde, donc vous pouvez juger par vous-même en vous connectant au blog. Donc c'est un journaliste scientifique, c'est-à-dire qu'il est capable de vous parler de nanotech, de physique nucléaire, de biologie, voilà, mais il s'est spécialisé quand même pas mal sur les questions du climat. Et c'est un plaisir de discuter avec lui sur cette question-là. Et je l'ai invité aujourd'hui parce que nous, on montre les résultats du GIEC, les scénarios du GIEC, on montre beaucoup de choses qui sont en rapport avec le GIEC et les impacts et tout ça. Et là, donc, on va avoir pendant 3 quarts d'heure un regard un peu différent d'un journaliste qui a suivi GIEC après GIEC l'évolution et qui en a fait un livre. Alors évidemment, c'est pas un bon marchand qui laisse amener des livres si jamais les gens veulent. Bon, il n'y en a pas amené, moi je n'en ai pas amené. Et donc, si ça vous intéresse, ce livre existe et Sylvestre vous en parlera. Il y en a un. Voilà. Bien. Donc, sans perdre de temps, contrairement à vos habitudes, je ne vais pas faire de sciences, quoique il y a un peu de sciences humaines et sociales dans ce que je vais vous dire, mais je ne suis pas sociologue, historien, quoi que ce soit. C'est un regard de journaliste. La question, elle est simple. On a un constat, 30 ans pour rien. Pourtant, le GIEC, je ne sais pas comment enlever le truc là. En plus, en haut à droite, en haut à droite. Et il faut faire quoi? Normalement, c'est bon. Il faut nommer quelqu'un co-hôte pour qu'ils acceptent les gens, sinon on va avoir des Oui, problèmes. ok, donc la question c'est pourquoi semble-t-il a-t-on agi si tardivement par rapport à l'alerte que les scientifiques ont lancée sur le changement climatique, ce qui pose une question qui peut s'exprimer ainsi. Il faut savoir qui savait quoi exactement, et le mot exactement est aussi important que le qui et le quoi. Et je dis ça notamment en référence à ce livre, qui est l'extension d'un article qui est paru dans un journal aux États-Unis, où un journaliste américain a essayé d'expliquer qu'on a failli régler le problème du climat en 87-88. Il aurait suffi que George Bush, le président des États-Unis de l'époque, écoute un de ses conseillers plutôt que l'autre, et ça aurait suffi. Bon, c'est un livre qui est un tissu d'ânerie, y compris en sciences du climat, mais ce qui est un peu emmerdant, c'est que la plupart de mes collègues, journalistes, qui ont parlé de ce livre, n'ont eu que des louanges à son égard. Du coup, je me suis demandé comment c'était possible de ne pas s'apercevoir que c'était une contre-histoire à rebours de la vérité. Un tout petit truc de science pour vous, d'histoire. Donc là, je m'appuie sur l'HDR de Jean-Louis Dufresne, juste pour dire que quand on vulgarise la science du climat, je l'ai fait aussi, très souvent on dit oui, c'est une super vieille science, en fait, depuis le milieu du 19e siècle, on sait déjà tout. Et puis 1896, Arrhenius, donc on savait déjà. En fait, vous savez que Arrhenius, son calcul, il tombe juste par hasard. Fourier, évidemment, il ne sait pas ce qu'est un rayon infrarouge. Et donc, oui, bien sûr, il y a des racines profondes dans l'histoire des sciences de ça, mais non. Et puis surtout, le plus important dans l'affaire, en fait, c'est pas ça. C'est que Arrhenius, c'est un contre-signal. Parce que Arrhenius, il est très content à l'idée que l'effet de serre a augmenté par le charbon, ça pourrait éviter à son pays de disparaître sous 3 km de glace à la prochaine glaciation. Donc, ce n'est pas du tout une alerte. Donc, vous le savez, la science du climat, ça commence au début, après-guerre, en fait. Et je crois que vous connaissez déjà tout ça, Revel, Kelling, début de la météo spatiale. Donc, je ne développe pas. Je dirais juste une chose, c'est que en 1977, Claude Lorius et Duplessis écrivent un papier qui fait 6 pages dans la recherche. Donc, ils ont le temps d'expliquer.
le sujet principal, c'est oui, avec les isotopes, hydrogène, oxygène, maintenant on peut retrouver les températures du passé dans les glaces. OK. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que dans ces 6 pages, il n'y a pas une seule fois gaz à effet de serre. Que ce qu'on dit sur les températures mesurées au moment où le papier est écrit, c'est que l'hémisphère nord est plutôt en train de se refroidir. Et il n'y a absolument rien sur un changement climatique futur provoqué par nos émissions de gaz à effet de serre liées aux énergies fossiles. On est en 1977, juste 2 ans avant le rapport Charny. D'ailleurs, le rapport Charny, ceux qui ne l'ont pas encore lu, je vous suggère de le faire. Ça ne vous prendra pas de temps, parce qu'il fait 17 pages. Et en plus, il n'y a pas beaucoup de mots par page. Et j'ai un collègue que j'aime bien, qui a quelques temps a écrit oui, en fait, on sait tout depuis le rapport Charny 79. Dans le rapport Charny, la seule chose qui est, là je vous ai mis le sommaire, en fait, la seule chose qui est étudiée, c'est est-ce que les 4 modèles numériques du climat qu'on a à l'époque disent bien que si on injecte tant de CO2 dans l'atmosphère, ça va réchauffer et de combien? La conclusion du rapport, c'est on a beau tourner le truc dans tous les sens, on ne voit pas comment ça pourrait être autrement. Donc c'est un truc très solide, très confiant sur les modèles numériques du climat, que si on injecte du CO2 jusqu'à doubler la teneur à l'équilibre, on va avoir un truc du genre 3 à 4 degrés de plus. Point barre. Il n'y a pas une phrase, pas une, sur est-ce que c'est risqué? Est-ce qu'il y a un problème? Il y a juste une phrase qui dit que, évidemment, ça ne sera pas négligeable et que ça changera les schémas climatiques régionaux. Point. Il n'y a pas un seul autre mot dans le rapport Charny sur est-ce que c'est un problème. Et donc, éventuellement, est-ce qu'il faut faire quelque chose? Donc, c'est un signal hyper faible, contrairement à ce qui est souvent expliqué. Et donc, pourquoi en 80, on est encore dans cette... Il ne se passe rien, l'année d'après le rapport Charny, bon, je vous ai dit, le rapport Charny, voilà. Du point de vue de la diffusion des idées dans la communauté scientifique en dehors des numériciens, ben, il n'y a pas de vérité terrain. Et moi, je peux vous dire que j'ai rencontré, juste avant 87, voire c'était peut-être en 88 encore, responsable de l'INSU campagne océanographique, qui me dit en rigolant, oui, leur histoire de changement climatique, notre collègue climatologue, j'y crois pas trop, mais alors c'est un super argument pour avoir des sous pour faire des campagnes océanographiques, pour aller faire du karatage. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que tant que les numériciens, ils ont que les calculs et pas d'analogue ou de confrontation à un passé où on a des teneurs en gaz à effet de serre, seuls les gens qui sont vraiment persuadés que la physique est impeccable et qu'elle est très bien représentée, et que le réel est très bien représenté par les modèles, sont confiants. Les autres, ils se demandent un peu. Et évidemment, en 80, au niveau de la température moyenne de la planète, il n'y a rien. Il n'y a pas de science du risque climatique. On ne sait pas ce qu'on risque avec ça. Et puis, en 80, on est juste l'année d'après la deuxième choc pétrolier. Et donc, ce qui tétanise complètement tous les dirigeants politiques et les gens, c'est est-ce qu'on va avoir du pétrole et combien il va coûter? C'est ça qui mobilise les énergies, les intelligences, tout. Donc en France, on répond au problème en faisant le programme nucléaire, au moins pour l'électricité. Mais à l'époque, le climat, c'est au secours, on a pu avoir assez de pétrole ou alors il va nous coûter trop cher. On clique n'importe où sur l'écran pour enlever la barre ici en bas. Enlever quoi? Là, oui, n'importe où. Clic gauche. Ah, j'ai pas de Mac, je ne sais pas me servir des ordinateurs comme ça. Ok, donc Cocorico, vive le LCE. En 87, il y a ce que vous connaissez par cœur. Moi, je peux vous dire que du côté presse, du côté évolution des idées, etc., c'est le truc qui fait dire à plein de gens, donc les calculs des numériciens, on peut y croire. Et pour l'anecdote, quand Lorius et Jouzel ont eu leur médaille d'or, Mégy, donc qui était directeur général président du CNRS, a un échange tout à fait aigre et pas du tout doux avec Claude Allègre, parce qu'il a fait un premier texte pour la médaille d'or où il dit que, en gros, Lorius et Jouzel ont découvert
ont prouvé qu'on va changer le climat en émettant des gaz à effet de serre. Et Allègre hurle en disant, bah non, ils ont parlé que du passé, donc ils peuvent pas, c'était pas l'avenir. Et en fait, dans la tête de Mégy, ce qui était en œuvre, c'était, oui, c'est le truc, cette découverte des bornes naturelles des US, qui nous a permis de convaincre très largement dans la communauté scientifique et ailleurs qu'il fallait faire confiance au modèle numérique. Donc en 88, c'est pas un hasard si c'est l'année d'après, le GIEC est créé. Vous connaissez l'histoire, à l'appel du G7, puis à une décision de l'Assemblée générale de l'ONU en novembre. Le vrai truc, c'est de bien comprendre quelle est la question qui est posée au GIEC par les commanditaires, c'est-à-dire les dirigeants politiques. C'est pas est-ce que ça va chauffer, parce qu'en fait, là, la question est déjà réglée. C'est même pas est-ce qu'il y a des risques, on s'en doute bien. La vraie question, c'est est-ce que les risques sont suffisamment importants pour justifier une diminution drastique de nos usages des énergies fossiles? C'est ça la vraie question qui est posée au GIEC. Et puis, il y a deux groupes de dirigeants politiques qui rajoutent in petto deux problèmes. Les dirigeants des pays se disent oui, les énergies fossiles avec lesquelles on s'est développé, on a créé nos industries et on a dominé le monde. Et notamment achevé la colonisation de l'Afrique, ou fait la guerre de l'opium et obligé l'empereur chinois à ouvrir la frontière aux produits commerciaux, y compris l'opium britannique, etc. Un truc que les Chinois n'ont jamais oublié. Et puis tous les autres dirigeants de tous les autres pays, in petto, ils se disent oui, les énergies fossiles qu'on aimerait bien avoir, nous aussi, pour résoudre nos problèmes et développer nos pays. C'est ça le vrai problème. Vous connaissez le premier rapport du GIEC, il fait 900 pages, apparemment, donc on est 10% des rapports actuels, on va dire. Il répond oui à la question telle que je l'ai posée. Même avec toutes les incertitudes qu'il y a dedans, et donc tous les trucs qu'il y a dedans, il répond oui. Ça vaut le coup, il faut le faire. Et dans les recommandations, parce que le GIEC n'a pas le droit de faire des recommandations, mais c'est faux pour le premier rapport, il y a toute une série de recommandations. Il n'y en a qu'une qui sera vraiment mise en œuvre, c'est de faire une convention. Parce que pour l'anecdote, pour la réflexion, dans les recommandations du rapport de 90 du GIEC, il y a qu'il faut repenser toutes les relations commerciales internationales à la lumière de la question, ça émet combien de gaz à effet de serre? On est au début de la mondialisation, donc vous voyez qu'on a fait vraiment le contraire. Donc la Convention climat dit que l'objectif, c'est de conserver les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Il faut le faire assez vite pour que les systèmes naturels puissent s'adapter, que la production alimentaire soit pas menacée, mais aussi que le développement économique puisse se poursuivre d'une manière durable. 30 ans après, on regarde les émissions et on se dit, ça a complètement foiré. Puisqu'on a suivi une des pires des trajectoires envisagées dans le rapport sur les émissions. Je ne développe pas, vous connaissez ça par cœur. Ce truc est très intéressant pour faire discuter les gens sur qu'est-ce qui s'est passé dans les 20 dernières années et quelles sont les conséquences du fait qu'on recule sans arrêt le pic et le début de la descente. C'est-à-dire qu'on peut se dire que là, c'est dur, mais on devrait y arriver, 2% par an. En fait, c'est très, très, très dur. Mais quand on en arrive à là, on a fait donc de ça à ça dans les 20 ans qu'on a suivi, les trajectoires, elles deviennent dingues. Dingues de rupture historique en termes de consommation d'énergie par une population qui, en plus, continue à augmenter. Bon, on est 8 milliards. Voilà. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer tout ça? Je vous propose 5 pistes possibles. Je sais qu'il y en a d'autres. Par exemple, j'ai délibérément évacué toutes les pistes de la psychologie individuelle des gens, des consommateurs et des dirigeants. C'est pas parce que ça n'existe pas, donc d'abord, j'ai rien à dire là-dessus. Je suis pas très convaincu que c'est un grand rôle. J'ai aussi, par exemple, évacué la piste économique de l'homo rationalis, qui ferait un calcul, comme les économistes disent, d'actualisation. Oui, franchement, est-ce que c'est vraiment intelligent de faire les efforts maintenant, alors que dans 100 ans, avec les technologies, ils pourraient faire ça pour moins cher?
et qui est une question de philosophie morale aussi, qui doit payer pour est-ce que c'est moi ou c'est mes enfants ou mes petits-enfants. J'ai évacué. Donc, je vais traiter ignorance, mensonge, lobby, technologie, la convention et le problème de l'organisation sociale. Alors, l'ignorance. Vous avez sous les yeux une des questions posées depuis 2000 dans une enquête de l'ADEME qui est réitérée tous les ans où on ne change quasiment pas la question. On demande aux gens est-ce que l'augmentation des effets de serre, tout ça, est-ce que c'est une certitude pour la plupart des scientifiques, on ne dit même pas tous, hein, la plupart, ou est-ce qu'une hypothèse sur laquelle les scientifiques ne sont pas d'accord? Donc c'est vraiment en dessous d'une hypothèse et en plus ils ne sont pas d'accord. Eh bien, en 2000, il y a 32% des Français qui répondent que c'est une simple hypothèse. En 2021, ils étaient toujours 34%. Et ça fluctue comme ça, c'est jamais descendu en dessous de 24. C'est monté à 45, ça c'est Allègre et Courtillot, et tous les journalistes qui les ont aidés, hein, en 2010, alors que l'année d'avant, on est à 28%. Il y a absolument... Là, j'ai un petit problème avec mes copains sociologues de la communication. Ils me disent, mais non, Sylvestre, on a regardé les nombres d'heures qu'ils ont eues dans les médias, en fait, c'est tout à fait minoritaire. D'accord, alors trouve-moi une autre explication à la mesure, là. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Donc c'est là quand même qu'on voit la responsabilité que les rédacteurs en chef, les journalistes, les chaînes de télé, etc. ont pris en leur donnant une parole qui avait une efficacité telle que bousiller 100 fois ça d'articles ou d'émissions correctement réalisées. En tout cas, ce qui est clair, c'est que si vous êtes dans une société démocratique, qui vous avez 34% des Français qui pensent que c'est pas la peine de s'en occuper parce que on n'en est même pas à croire que ça va changer, qu'il y a un problème. Et vous voyez que en 20 ans, il y a, enfin, à part le coup d'Allègre, c'est très stable, quoi. Bon, c'est un peu désespérant, mais derrière ça, il y a. Alors, quand même, il y a une petite meilleure nouvelle, la même enquête qui montre que depuis 2013, il y a un écroulement des gens qui pensent que les phénomènes extrêmes, c'est naturel, ça a toujours eu lieu. Et il y a une augmentation jusqu'à 58% l'année dernière, enfin 63, 58, ça dépend des années, des gens qui pensent que oui, quand ça craque, qu'il y a une grosse inondation, une grosse sécheresse, une grosse vague de chaleur, ouais, quand même, c'est un rapport avec le changement climatique. Et c'est vraiment, il y a vraiment une rupture. Ça, c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'on peut s'appuyer sur les événements extrêmes pour faire plus de pédagogie de la science du climat. Mais quand même, là, je vous donne un exemple qui illustre bien qu'on a un problème de base, de partage des connaissances scientifiques de base. On demande aux gens, on leur propose des items, c'est quoi les secteurs d'activité humaine qui émettent des gaz à effet de serre? Bah, parfois, ça tombe bien. Bon, ils ont compris que les centrales au gaz et au charbon, ça émet beaucoup. Mais quand on leur demande, est-ce que les centrales nucléaires émettent des gaz à effet de serre? Il y en a 26% qui répondent beaucoup, il y en a 27% qui répondent assez, et 31 peu et 15 pas du tout. Et je ne suis pas du tout sûr que les 31% de peu, ils ont compris que une centrale nucléaire en France, au kilowattheure émis, ça émet moins qu'un panneau photovoltaïque ou une éolienne. Ça veut dire que la physique de base, d'où vient le CO2 et ces faits-là, elle n'est pas connue. Comme dirait mon ami Étienne, ça, c'est les gens auxquels on demande pourquoi on se met de l'uranium dans une centrale nucléaire et pas de l'aluminium. En fait, ils ne savent pas. Et ben, c'est un problème, parce que s'il faut décider d'une technologie sur la base de est-ce que ça émet ou pas du CO2, si on n'a pas cette connaissance-là, ben le débat devient complètement dingue. Juste pour terminer sur ça, la répartition par âge, sexe et CSP est assez hallucinante et quelque part hyper inquiétante, parce que s'il y a 53% des Français en moyenne qui disent ça émet beaucoup ou assez les centrales nucléaires, ce pourcentage monte à 72% chez les 25-34 ans, à 68% chez les gens qui sont très sympathisants des mouvements écologistes. Oui. Est-ce que ce sondage, il a été soumis aux députés, aux sénateurs et aux politiques? Oui. Est-ce que les réponses sont les mêmes ou pas? J'ai pas le temps, mais vous pouvez aller voir sur l'ADEME l'année où ils ont fait le zoom sur les parlementaires.
Et vous verrez que la leçon principale, c'est qu'ils ne sont pas mieux que la population, premièrement, et deuxièmement, sur pas les connaissances pures, mais est-ce qu'il y a un problème, il faut faire quelque chose, il y a un clivage politique très clair. Là, à gauche, et évidemment, les écolos, ils disent qu'il y a un problème, et puis à droite, et encore plus à l'ultra-droite, non, circuler. Ce qui est clair, c'est que là, les problèmes que je viens de soulever ne peuvent pas être résolus par ça. Hein. Excuse-moi, là, à l'écran, il y a une image d'un résumé pour décideurs du GIEC. Donc, pas seulement en anglais, mais c'est imbitable, quoi. C'est pour ça que j'ai fait ça. Mais il ne faut pas en vouloir au GIEC. Ce n'est pas le GIEC qui doit s'occuper de la diffusion de son travail dans la population. C'est les responsables politiques, c'est l'éducation, c'est les journalistes. Donc, on ne peut pas résoudre le problème avec ça. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la parole des autorités, c'est-à-dire de ce que les gens conçoivent comme étant des autorités, joue un rôle décisif dans l'attitude des gens vis-à-vis d'un savoir qu'ils ne peuvent pas vérifier parce qu'ils n'ont pas les connaissances nécessaires pour le faire. Donc là, je vous ai mis Donald Trump, hein, le concept du réchauffement climatique a été créé par les Chinois pour taper l'industrie US, et de Sarkozy qui dit ça fait 4,5 milliards d'années que le climat change, l'homme n'est pas responsable. Tous les gens, tous les électeurs américains et français qui ont voté pour ces deux personnes, donc à un moment donné, ça a été majoritaire dans leur pays, n'ont pas envie de se dire que la personne pour laquelle ils ont voté pour être président, le chef de l'État, dit des conneries. Donc, ils vont avoir envie de les croire. Et donc, paradoxalement, l'une des catégories sociales qui joue le plus grand rôle dans la confiance que les citoyens vont avoir dans un message scientifique émis par le GIEC ou l'ANSES ou les spécialistes du coronavirus, c'est ce que vont dire les responsables politiques. Et donc, ils ont une responsabilité écrasante dans le résultat. Bon, deuxième piste, il n'y a pas eu de substitution technique entre les sources d'énergie, entre carbone et pas carbone. Là, à l'écran, vous avez le camembert mix énergétique mondial de 90 et celui de 2020. Bah, le charbon s'est passé de 25 à 28%. Le pétrole s'est un peu baissé de 37 à 30, mais le gaz a monté de 19 à 22. En gros, en 30 ans, en termes de mix énergétique, il ne s'est pratiquement rien passé. Il y a un peu plus de renouvelables, le nucléaire n'a pas bougé, ok, mais bon, les trois quarts, quoi, ça reste ça. Et donc, la question qui se pose, c'est est-ce que c'était une fatalité qu'il n'y avait pas de moyens techniques de faire autrement, ou est-ce que c'est le résultat de choix? Et c'est évident que c'est le résultat de choix, parce que toute cette période-là, bah, le pétrole, le gaz, le charbon ne sont pas chers. Mais ça ne suffit pas pour expliquer, parce que quand quelque chose n'est pas cher, on peut décider de le rendre cher par des taxations, on peut décider de subventionner d'autres systèmes. On aurait très bien pu, sans avoir inventé des choses qu'on n'a pas inventées, avoir dans ce mix moins d'énergie fossile et plus d'autres sources d'énergie bas carbone, notamment nucléaire et renouvelable. Il n'y avait pas d'obstacle technique à ce que, et donc, par exemple, on chope 15-20% du total à shifter d'un à l'autre. C'est des décisions économiques et politiques qui ont empêché ça. Ce n'est pas la technologie. En revanche, je ne pense pas qu'on puisse expliquer qu'il y avait moyen, dans ces 30 années-là, d'éradiquer gaz, charbon, pétrole complètement du système. Ensuite, la convention elle-même. Bon, vous savez pourquoi il faut une convention, parce que les molécules de CO2, on s'en fout d'où elles ont été émises, elles ont un effet global, etc. Je ne reviens pas là-dessus. Et au niveau économique, c'est le problème du passager clandestin. Si le résultat positif d'une action il est pour tout le monde, et qu'il n'y a pas d'obligation que tout le monde le fasse, bah, tout le monde va se dire c'est le voisin qui va faire le boulot et moi j'en vais les petits direct. Bon, classique. Dans les choses importantes à voir, c'est toujours se rappeler que la Convention de 92, il n'y a pas de quantification ni de calendrier. On dit qu'il va falloir un protocole, ça sera le truc de Kyoto avec des engagements.
Mais ce qui est clair, c'est que si on fait une analyse de juriste à la con, jusqu'en 2009, la Convention, elle est respectée. Puisqu'il n'y a pas de quantification du terme dangereux, il n'y a rien qui dit, d'un point de vue juridique, la Convention en contradiction avec ce que vous faites, vous êtes en contradiction avec la Convention. Donc en fait, c'est très important le coup du 2 degrés de Copenhague, parce que au lieu d'avoir simplement des trajectoires d'émissions qu'on fait pour faire les scénarios et les simulations numériques, on a des budgets carbone à maximaux pour le futur et qui sont calés sur la température. Le 1,5 degré C, là juste pour être très clair là-dessus, quand il y a eu la COP à Paris, en 2015, j'ai écrit, tous les climatologues que je croise dans les couloirs de la Convention me disent que 1,5 degré, c'est dans les tuyaux, on ne peut pas l'empêcher. Donc, c'est vrai. Et ce qui est très clair, c'est que ça, c'est les pays les plus pauvres et les plus vulnérables qui disent plus vite on aura dépassé une barre qu'on a mise, et plus tôt on aura un argumentaire juridico-moral pour réclamer des réparations des dommages des dégâts du climat. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Dans les COP maintenant, le truc qui monte, c'est les pays pauvres qui disent bah, nous, on a eu, par exemple, au Pakistan, 30 millions de personnes qui ont perdu leur logement à cause d'une mousson dont vos scientifiques des pays riches nous disent qu'elle n'aurait pas été comme ça si on n'avait pas changé le climat. Donc, payez, puisque vous êtes responsable. Bref, en fait, c'est une bombe géopolitique, hein, parce que imaginez que, je sais pas, dans 15-20 ans, au Pakistan, le gars qui gagne aux élections, c'est le gars qui a dit aux électeurs, écoutez, maintenant il y en a marre, il faut qu'ils payent puisque c'est les dégâts, donc ils sont responsables. Et je vous rappelle qu'on a la bombe atomique, votez pour moi. Et ça peut sembler caricatural, évidemment, mais on peut imaginer que le problème majeur du géopolitique du futur, c'est pas les éco-terroristes qui font péter des gazoducs, c'est plutôt ça. C'est plutôt ça, c'est-à-dire 4 milliards d'êtres humains minimum susceptibles de vouloir des dirigeants qui agiront par des moyens violents pour faire réparer les dégâts du changement climatique chez eux. Changement climatique pour l'essentiel provoqué par les émissions des pays anciennement industrialisés. Ensuite, il faut jamais oublier, je vous incite à lire les attendus de la Convention climat de 82. C'est comme Charny, c'est très court. Donc c'est très lisible, ça vous prendra 2 heures maximum en lisant tout lentement. Pourquoi? Parce que, d'une manière assez étonnante, pour les gens qui l'ont pas lu, si vous cherchez dans la Convention climat de 92, c'est quoi l'objectif prioritaire de l'humanité à ce moment-là que les pays signent? Eh bien, même dans le texte de la Convention climat, ça n'est pas la lutte contre le changement climatique. C'est ce qui est qualifié de besoins prioritaires légitimes des pays en développement, c'est-à-dire des 3/4 de l'humanité. C'est une croissance économique durable et l'éradication de la pauvreté. Donc, c'est très clair que dans la Convention climat de 92, les objectifs de lutte contre le changement climatique sont subordonnés aux objectifs de lutte contre la pauvreté. Et toute action qui serait bonne pour le climat, mais qui ne permettrait pas d'améliorer les conditions de vie des plus pauvres de la planète, elle n'est pas légitime. C'est signé comme ça. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, il y a le protocole de Kyoto derrière, c'est-à-dire que ce qui est dit, c'est que les pays pauvres doivent augmenter leur utilisation de l'énergie, et ça ne peut être massivement que de l'énergie fossile, pour résoudre leurs problèmes gravissimes de conditions de vie. Et c'est la raison pour laquelle les pays anciennement industrialisés doivent diminuer tout de suite et massivement leurs émissions pour compenser cette hausse. Et c'est évidemment ce qui n'a pas été fait. Et même le protocole de Kyoto, avec l'objectif de diminution de, je sais plus, ça doit être 5% sur une période, j'ai plus la mémoire des chiffres, en fait, c'était totalement hors de dimension par rapport aux perspectives d'augmentation des émissions des pays pauvres. Donc le principe, il était bien posé, mais dès qu'on a commencé à mettre les chiffres, ça n'allait plus du tout. Puis en plus, vous savez bien que ça a été pire que ce qu'on présente avec le protocole de Kyoto, parce que la mondialisation a fait que l'empreinte carbone des pays anciennement industrialisés s'est dégradée avec l'import d'objets massifs, notamment de Chine,
avec un contenu carbone très intense. Est-ce que c'était vrai ou faux cette histoire? On va éradiquer la pauvreté avec un recours massif aux énergies, notamment fossiles. Voit sa démonstration. Là, vous avez sous les yeux le nombre d'extrêmes pauvres, définition de Banque mondiale, c'est-à-dire moins de 2 dollars constants par jour par personne. En 90, au moment où ça démarre, il y a 2 milliards d'êtres humains qui ont moins de 2 euros, disons, par jour pour vivre. Aujourd'hui, on est descendu à quelque chose comme 700 millions. Et c'est une chute historique. Quand vous regardez où ça s'est opéré, vous voyez bien que le gros paquet de la disparition, c'est l'Asie de l'Est, donc c'est essentiellement la Chine, qui a encore beaucoup de pauvres en Asie du Sud, et qu'en Afrique subsaharienne, en valeur absolue, en nombre, il y en a même un peu plus qu'en 1990. Cela dit, là, à l'échelle mondiale, on passe de 2 milliards, c'est-à-dire 36% de la population mondiale, qui n'a que 2 euros par jour pour vivre, à aujourd'hui 700 millions de personnes, c'est-à-dire seulement 10% de la population mondiale, qui est dans cette situation. Est-ce que ça a un rapport avec les énergies? Zut. C'est une démonstration. Là, vous avez sous les yeux les émissions de CO2 d'origine gaz, charbon, pétrole de la Chine de 90 à nos jours. On passe de 2,4 milliards en 90 à 11,5 milliards de tonnes de CO2 par an en 2019. Par tête de pipe, ça passe de 2 à 8 tonnes. Et vous voyez qu'une part importante de l'augmentation, c'est le jaune, c'est-à-dire les centrales à charbon. Alors, il y a presque plus d'extrêmes pauvres en Chine. Il y a encore des gens pauvres, ils n'ont pas tous le niveau de la classe moyenne européenne, loin de là, mais il y a quand même quelques centaines de millions de Chinois qui ont le niveau de vie de la classe moyenne européenne. Ils ont la bagnole, l'appartement, l'école, l'université pour les enfants, les voyages en avion pour aller aux Galeries Lafayette. Mais c'est très clair que d'une certaine manière, ça, c'était prévu et même peut-être souhaité par les rédacteurs du premier rapport du GIEC et de la Convention climat de 92. Et donc, j'ai été super bref, c'est bien. Et donc, en fait, on voit bien qu'il y a deux sortes de questions extrêmement dures pour réussir l'objectif climatique de la Convention climat. D'un côté, il y a, entre guillemets, de la pure technique. Vous passez d'une centrale à charbon à une centrale nucléaire ou des éoliennes, ce que vous voulez. Vous passez d'un avion à un train, vous changez l'urbanisme, vous densifiez pour qu'il y ait moins de transport, vous changez on utilise autre chose que des engrais de synthèse, etc., et qu'il y ait moins d'énergie fossile dans le système. Enfin, comment dire, la liste des changements techniques à opérer dans la production, dans la consommation des objets connus, il n'y a pas besoin d'imaginer des choses qui n'existeraient pas, on a déjà un champ d'action énorme, possible. La plupart du temps, ça ne fonctionne vraiment bien que si c'est en synergie avec des changements caractère sociétal, je ne dis pas encore social, sociétal. Par exemple, on voit bien que si on croit que pour la mobilité individuelle, il n'y a qu'à faire des bagnoles électriques et donner des bagnoles électriques aux milliards d'êtres humains qu'on n'a pas encore, non, ça ne marchera pas. Ça fait trop d'émissions de gaz à effet de serre, parce qu'il y a encore plein de Chinois, plein d'Indiens, plein d'Africains, plein de Latino-Américains qui n'ont pas de voiture. Donc, ça ne serait pas un maintien du nombre de bagnoles actuelles, ça serait une explosion, avec toutes les conséquences que ça aurait sur les matières premières et les énergies nécessaires pour faire tout ça. Donc déjà, les choix techniques, c'est rude. C'est rude parce qu'il faut les faire correctement espérons-le, en démocratie.
Or, vous rappelez-vous le truc du début, sur qu'est-ce que savent les gens, l'ignorance, etc. C'est pas facile d'avoir des débats sur des choix de technologie, d'organisation des transports, etc., quand on a du mal à partager le B à bas de combien émet quelle technologie, qu'est-ce qu'on peut faire avec, etc. Mais d'une certaine manière, c'est presque le plus facile. Le problème qui est soulevé par cette photo où on voit des manifestants comme une banderole changeons le système par le climat, c'est quoi les relations qu'il y a entre les moteurs économiques fondamentaux du système capitaliste actuel qui domine la quasi-totalité de la planète et les émissions de gaz à effet de serre. Alors là, je vous invite à lire le chapitre 3, le chapitre 5 du rapport du groupe 3 du GIEC, le dernier, pour constater deux choses. La première, c'est que ils arrivent à un accord consensuel pour dire des choses qui pourraient sembler révolutionnaires. Par exemple, il est écrit que si on traite ensemble les relations entre sobriété, qui est considérée dans tous les scénarios qui respectent les objectifs climatiques, ça va de 40 à 60% du boulot à faire. Parce qu'il faut réfléchir que c'est pas que la sobriété du riche ou de la classe moyenne française d'aujourd'hui, c'est aussi la sobriété de l'Africain de 2060 qui aurait accédé à un PIB très supérieur à celui de l'actuel. Hein. La sobriété, c'est tout le long, c'est jusqu'en 2100, et donc ça concerne beaucoup plus de monde à la fin, on espère, même, ça concerne beaucoup plus de monde. Ils travaillent le lien entre sobriété, inégalité de patrimoine, de revenus et publicité. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, bah, en fait, quand on regarde la littérature scientifique sur qu'est-ce qui ferait que les gens accepteraient la sobriété, parce que si elle n'est pas volontaire, c'est pas de la sobriété, hein, c'est de la pauvreté ou de l'imposition, mais il faut qu'elle soit volontaire, sinon c'est pas de la sobriété. Eh ben, c'est assez simple, en fait, ça dépend du degré d'égalité d'une société. En gros, quand les riches étalent leur capacité à consommer sans limite les biens, les objets, l'énergie, etc., eh bien, bah, la masse il y a toujours des saints hein, qui vont dire, ah, pour mes petits-enfants, je vais pas prendre l'avion pour aller à Djerba, mais la masse des gens, leur réaction, c'est, ok, vous me demandez de renoncer, c'est ça la sobriété, à des consommations parce que ça pose un problème de climat, ben, je le ferai quand Bernard Arnault aura plus de jet. Je l'exprime comme ça, mais vous pouvez trouver ça avec des équations dans les papiers de psychologie sociale, de sociologie, d'économie, etc. Et c'est tellement un résultat incontestable de ces sciences humaines et sociales que même les économistes qui veulent pas sortir du capitalisme et qui sont dans le groupe 3 du GIEC n'ont pas pu empêcher les rédacteurs d'écrire ça, parce que c'est un résultat qui est aussi solide que les sorties de modèles numériques. Du coup, dans le rapport du GIEC, il y a une phrase, dans les suggestions, c'est une suggestion, c'est une recommandation, et il faudrait créer, je cite, une taxe sur la richesse absolue, c'est-à-dire sur le patrimoine, évidemment pour qu'elle ait un sens, puisque ce qui est dit, c'est que le patrimoine des plus riches est trop élevé, c'est qu'il faut que la taxe soit supérieure au revenu annuel. Bon, c'est pas du tout ce qu'on est en train de faire. Tous les travaux des économistes montrent que depuis Thatcher, Reagan, on a encore augmenté la concentration là-haut, et que toutes les politiques macroéconomiques aboutissent toujours à ça. Hein. Mais là encore, c'est un consensus. Personne ne ose contester ça. Jusqu'où il faut écraser les inégalités de patrimoine et de revenus en partant du plus haut, donc supprimer totalement les multimilliardaires, supprimer totalement les milliardaires, enfin, on les tue pas, on prend juste leur pognon, supprimer totalement les multimillionnaires, jusqu'où il faut descendre pour qu'il n'y ait plus le phénomène de je voudrais bien faire la sobriété quand j'aurai pas ça sous le nez, je ne sais pas, mais je pense qu'il faut, il n'y a pas de savoir là, mais je pense qu'il faut descendre vraiment bas. Vraiment bas. Deuxième affaire, ils parlent de la publicité. Et ils écrivent que la publicité, c'est vendre un frigidaire à un Esquimau. En gros, c'est le truc qui fait croire à plein de gens que l'objet là qui est en vente, il aurait totalement indispensable
à la fois matériellement et pour des raisons de prestige social, etc. Et donc, en gros, ce qu'il dit, c'est qu'il faut supprimer la publicité commerciale. Et c'est bien vu. Et c'est un consensus. Sauf que si vous allez à HEC et vous dites ça, ils se prennent dans les chiottes, quoi. Le moteur de l'économie pour eux, c'est la concurrence entre les entreprises à coup d'innovation et de marketing. Et puis, quand il n'y a pas beaucoup de vraie innovation, bah, ce qui l'emporte, c'est le marketing. Alors, outre les emballages que ça fait, en fait, c'est le déluge publicitaire qu'on a depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale qui colonise les imaginaires des populations et qui fait que même dans les pays où ils ont presque rien à croûter, ils ont quand même les échos de la publicité pour les grosses bagnoles et tout, et ça les rend dingues. Et ça rend plus du tout le monde dingue. Juste un petit truc d'histoire. Les techniques publicitaires actuelles et leur impact sur la société, ça a un acte de naissance très précis. Juste à la fin de la guerre, aux États-Unis, la Seconde Guerre mondiale, aux États-Unis, il y a une sorte de think tank qui réunit des grands industriels, des gros capitalistes et des penseurs politiques, mais surtout, c'est un truc d'origine industrielle. La question, c'est les commandes publiques militaires qui, depuis 4 ans, ont explosé le PIB américain, vont disparaître, parce que c'est la fin de la guerre, tout ça. Par quoi est-ce qu'on va remplacer ça? Ils réfléchissent et ils se disent, il y a un truc à faire, c'est qu'il faut apprendre au peuple américain qu'ils sont tellement riches maintenant qu'il faut arrêter de repriser les jeans et les chaussettes et de faire durer les habits, les voitures, etc. Il faut qu'ils consomment à tire-larigot, sans limite, et qu'ils dépensent tout ce qu'ils ont gagné et même ce qu'ils vont gagner dans les années futures en faisant des crédits à la consommation. Et du coup, comme c'était une sorte de syndicat d'entreprise, ils ne pouvaient pas faire une publicité pour un objet particulier. Ils ont payé une campagne publicitaire dont le slogan était « Soyez patriotes, consommez ». Et il y a plein d'universitaires qui ont contribué à former des gens pour trouver les moyens de l'efficacité de ça. Et donc voilà, en fait, je m'arrête là. La question qui est la plus dure, c'est si ce n'est pas possible d'arriver aux objectifs climatiques, de réduire les émissions sans changer les structures fondamentales socio-économiques de notre société, et notamment le fait que les entreprises, leur mission première de leur direction, c'est la valorisation le plus rapide possible, le plus haut possible du capital investi. Si ça c'est vrai, ça veut dire que ça va être très difficile parce qu'il faudra à la fois faire tous les changements technico-sociétaux dont j'ai parlé auparavant et un changement à caractère révolutionnaire dans le rapport du groupe 3 du GIEC, qui est un endroit qui est assez significatif. J'essaie de le retrouver. Voilà. Dans le rapport, il est écrit que des options alternatives pour faire face aux inégalités de carbone, le partage des émissions mondiales de carbone entre les grands émetteurs, une répartition des revenus et de l'intensité carbone des modes de vie, sont accueillis avec prudence, car ces alternatives nécessitent des changements institutionnels difficiles à réaliser. Les changements institutionnels dont il parle, en fait, c'est sortir du capitalisme. Et on comprend la prudence extrême et l'extrême politesse du propos. Voilà. Midi 10, c'était super respectueux des horaires. Ouais, donc, contrairement à d'habitude, je vais pas donner la parole, j'aurais du mal. Donc, Sylvestre, quand tu vois des mains qui se lèvent, et Oui, Massa, qui est aux commandes dans son bureau, elle te donnera aussi les questions s'il y en a sur Internet. Deux là, François Marie, puis après. Alors, juste 2 choses. Bon, je suis d'accord avec l'essentiel de ce que tu as dit. Juste un point, quand tu as semblé dire qu'il n'y a pas d'évolution dans la société sur la croyance dans la réalité du changement climatique. Donc, c'est ce que montrait ton pourcentage, là, qui montrait qu'il y a encore un tiers des gens qui ne croient pas tout ça.
Moi, j'observe pas, hein, donc les chiffres sont là, n'empêche que c'est plus vraiment. C'est-à-dire que, autant en 2010, dans les médias, tu avais encore la moitié des interventions qui niaient le caractère introduit du changement climatique, c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Et aujourd'hui, les climato-sceptiques, ils se retrouvent vraiment dans des médias alternatifs avec enfin, pas les trucs officiels. Je pense quand même qu'il y a une vraie évolution. Donc, je pense qu'il ne faut pas laisser donner l'impression qu'il y a un mec qui change de ce côté-là. Oui, oui, tout à fait. Sur des trucs. Et moi, l'explication pourquoi on fait rien, c'est parce qu'on n'a pas envie, pas envie qu'il se passe des choses. Soyons clairs, moi, il me reste 30 ans, 30 ans à vivre. Si on prenait des mesures contre le changement climatique aujourd'hui, j'en subirais les conséquences de baisse du niveau de vie, et qu'en fait, je ne verrais pas les impacts bénéfiques parce qu'on voit bien que ça a mis une trentaine d'années, les différents scénarios, ça bien. C'est vrai que ces 2-3 dernières années, il y a eu des changements. J'ai montré la relation aux événements extrêmes. Clairement, il y a une rupture en 2013, mais qui ne s'est pas encore traduit sur le truc général par rapport à la question que les sociologues posent. C'est par exemple la révolte des journalistes, pas l'été qui vient de s'écouler, mais celui d'avant, sur le traitement des canicules, qui a donné lieu à la charte, etc., etc. Avec notamment à l'œuvre des jeunes journalistes qu'on a formés dans le Master 2 Climat et Médias. Oui, ça a bougé. Hein, ça a bougé, mais on voit bien que faut que ça bouge en profondeur pour que vous voyez le problème à ce moment du prix de l'essence. Vous rappelez-vous les gilets jaunes. Même une bonne réflexion à froid sur le problème climatique, il faut faire les choses, etc., etc. Quand il y a la décision immédiate à prendre par rapport à qu'est-ce qu'on fait, le prix d'essence, etc., ça explose le truc. Le pouvoir d'achat est toujours plus voilà. important que le changement climatique. Oui. Moi, sur la thématique, je me posais la question entre l'évolution qui ne bouge pas, justement, pourtant il y a quand même des scientifiques se sont impliqués fortement quand même à travers les médias. Les médias, je suis d'accord avec François Marie, ils ont aussi changé de cap, mais qu'est-ce qu'on a raté ou qu'est-ce qu'on fait mal? Pourquoi on en a? Est-ce que c'est un problème qui est lié à l'éducation? C'est-à-dire que et on se bat là-dessus aussi, pour que ces choses-là soient renseignées de manière plus objective que simplement le climat été, automne, hiver, des choses comme ça qu'on apprenait nous, à notre époque, enfin moi en tout cas, le climat et toutes ces choses-là, ou est-ce que c'est vraiment au sein de la société et au sein de la manière dont c'est traduit au niveau des décideurs, on voit bien qu'ils ont un rôle prépondérant, que ça joue, quoi. Prenons un cas extrême sur les relations entre savoir et décision d'agir pour diminuer les émissions et diminuer la menace climatique. Est-ce que vous croyez vraiment que Claude Allègre ne savait pas que ce que faisaient les climatologues était vrai? Ah non, ça je ne crois pas du tout. Hein, donc, travailler dans son labo, et pourquoi Claude et Allègre et d'autres voilà, luttaient ça? C'est parce qu'ils ne voulaient pas la mise en œuvre des solutions. Ils ne les voulaient pas pour des raisons de, comment dire, prenons 2 exemples de politique, de décisions politiques qui ont un effet négatif. Un truc que vous connaissez par cœur, le crédit d'impôt recherche. Le crédit d'impôt recherche, c'est de la pure idéologie, parce que la philosophie, c'est que ce sont les entreprises privées qui vont décider à la place de l'État et de la collectivité ce qui doit être récompensé au titre de l'innovation par la collectivité. Donc, on dit aux directions des entreprises privées, dès lors que c'est de l'innovation dans le truc que vous faites, alors on vous donne du pognon. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucun screening
Est-ce que l'innovation qui va être mise en œuvre, elle va être favorable à la lutte contre le changement climatique, ou est-ce qu'au contraire, c'est une innovation qui va accélérer le changement climatique parce qu'il y aura plus d'émissions derrière? Le fait que l'une des principales niches fiscales du pays, 7 milliards d'euros par an maintenant, 2 fois le budget du CNRS, ait comme philosophie qu'on ne regarde pas c'est quoi l'effet climatique de cet énorme flux d'argent de la collectivité vers des entreprises privées, résulte du fait que c'est tellement une volonté politique, idéologique, parce qu'on considère que c'est les entreprises privées qui sont mieux placées pour savoir ce qu'il faut faire et que l'État, c'est pas bien, hein, eh bien, pour que des dirigeants politiques en arrivent à se dire il vaut mieux faire autre chose, il faut qu'ils abandonnent le dogme qu'ils ont pris à HEC, quoi, et dont ils sont profondément convaincus. Il y a Yves qui a une question depuis longtemps Oui, Tu avais 2 points, Sylvestre. en ligne. c'est pas grave, je vais. Oui, bonjour. Bonjour Sylvestre et merci pour tous les points importants que tu soulèves et toutes les choses que tu as fait dans ta carrière. C'est vraiment impressionnant. Je crois qu'il y a un équivalent qui est en politique, qui est Al Gore, qui très tôt s'est intéressé aux questions de climat et les comprend très bien. Et le parallèle que je voulais faire sur une chose que tu as dite sur les années 80, tu sembles dire que les scientifiques sont en hibernation et ne se posent pas de questions, les bonnes questions, ou en tous les cas ne retransmettent pas les bonnes questions sur le problème climatique. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce point de vue. À l'époque, je faisais ma thèse aux États-Unis et les départements de géosciences étaient très, très actifs. Et en fait, ils attaquaient sur 2 questions en même temps. Une qui montre qu'on peut faire des choses, c'est le trou de l'ozone. Et en même temps, ils se rendaient compte qu'il fallait tout de suite, une fois qu'on avait solutionné cette question du trou d'ozone antarctique, il fallait basculer sur l'étude des gaz à effet de serre. Donc, et vraiment, il y avait énormément de communication et de séminaires et de discussions, même au niveau politique, avec Al Gore et consorts, sur les dangers de ces émissions de gaz à effet de serre. Donc, pour moi, non, la communauté scientifique n'était pas complètement endormie dans les années 80. Et je pense que la réaction qu'il y a eu au trou d'ozone et la mitigation par l'introduction des HCFC montre bien que quand on se mobilise et quand on veut vraiment attaquer un problème, on en a la capacité. Maintenant, la seconde remarque que je ferai, et j'aimerais bien avoir ton commentaire là-dessus, c'est que les décideurs, les personnes qui sont aux manettes, sont très liées avec les plus riches de la planète, et c'est un cercle super vicieux parce que pour aller ponctionner ou rétablir les plus grandes inégalités telles que le traduit Piketty qui sont en train de se créer au plus haut niveau de l'histoire dans l'humanité, pour aller ponctionner ces inégalités et adresser le changement climatique, on doit s'adresser aux mêmes personnes qui ont cet argent. Je crois que c'est un problème extrêmement difficile. Et qu'est-ce que, de ton point de vue, on pourrait faire pour casser un peu ce cercle vicieux? Ok. D'abord, sur ta remarque, moi, je n'ai pas dit que la communauté scientifique, dans les années 80, elle était endormie. J'ai juste fait remarquer que, alors même qu'en 79, il y a déjà les climatologues numériciens qui font le rapport Charny, 2 ans avant, un Claude Lorius est très très loin d'avoir embrayé sur ça. En fait, ce qui se passe dans les années 80, et c'est que ça monte chaque année dans la communauté scientifique, et avec 87, Lorius-Jouzel, ça s'étend très vite à une communauté scientifique non directement impliquée dans ces travaux. Mais passons. La question que tu poses sur, en gros, est-ce qu'il va suffire de demander poliment aux milliardaires de rendre l'argent? L'histoire montre qu'ils n'ont jamais fait.
Parce que ça fait très longtemps qu'il y a des, entre guillemets, milliardaires. Hein. Déjà, dans la Rome antique, il y avait des gens qui avaient des milliers d'esclaves à leur disposition personnelle. Il y a, à part peut-être quelques saints, ça s'est jamais arrivé. Donc, si on veut faire cette opération de réduction drastique des inégalités en récupérant les gros patrimoines, en commençant par les plus gros, ça peut être que le résultat d'une décision prise par les collectivités nationales, soit par un processus démocratique, c'est-à-dire que c'est le résultat d'une décision prise par exemple, les électeurs qui votent en majorité pour des gens qui proposent ça comme programme, soit si c'est des dictatures, les dictateurs décident de faire ça, mais ça c'est très peu crédible parce qu'en général, les dictateurs dans le monde actuel, ils font partie des oligarques. Donc, ou alors, ils décideraient de rester le seul oligarque de la société. Donc, il y a un combat on va dire, assez classique en termes d'opposition d'intérêts de groupes sociaux. Voilà, donc on peut aller chercher chez Marx un truc là-dessus. En tout cas, ce qui est clair, c'est que de temps en temps, il y a des milliardaires qui signent des pétitions pour qu'on augmente leurs impôts. C'est bien gentil, mais si vraiment ils pensent que c'est ce qu'il faut faire, ils n'ont qu'à faire don aux États des 3/4 de leur fortune, des 90%, et on n'en parlera plus. Non, nécessairement, il y aura un combat. Oui. Oui, alors moi je vais revenir sur notre question, c'est l'indicateur de l'ADN. Enfin, de là, parce que si je me souviens bien, la formulation, il est basé quand même sur une question de croyance. Et donc, cette question a été posée sous cet angle-là, il y a longtemps, et c'est normal qu'ils gardent leur indicateur sur l'ADN, mais c'est bon aussi de transmettre dans la société. Je me suis un peu pris le bec avec les gens de l'ADN, on a fait des énergie, parce qu'ils pouvaient en faire proposer cet indicateur, justement, qu'on a des indicateurs d'évolution de la société par rapport à l'acquisition. Alors, personnellement, il est très mal connu, parce qu'il véhicule le scepticisme, et on a cette question qui se référence à une croyance, alors qu'on a plein d'autres indicateurs maintenant qui, moyennant ce fait, où est-ce qu'on en est. Et là, évidemment, les parties fortes, qu'on est milliardaire, pas de problème. Même la notion même de l'acceptation de la connaissance scientifique, en fait, n'est pas bonne. C'est un truc classique en sondage. Ouais, le simple fait de poser la question crée une situation. Et peut-être qu'en posant la question, est-ce qu'il y a ces oppositions entre une certitude et une hypothèse, il y a peut-être des gens qui croient que en disant que c'est une hypothèse, du coup, ils sont plutôt aux côtés de la science, parce que la science, on fait des hypothèses, etc. Mais quand même, ce qui est assez remarquable, c'est la stabilité et le fait que quand on fait du qualitatif, qu'on essaye de faire dire aux gens qu'est-ce qu'ils comprennent de la physique, du climat, on est souvent très déçus par le résultat. Et du coup, là, il y a un modèle explicatif de pourquoi ils en arrivent à se dire ah ouais, plutôt l'hypothèse, etc. Ce qui est remarquable pour moi, c'est la rupture qu'il y a sur les événements extrêmes. Pour moi, c'est important parce que j'ai été longtemps réticent à utiliser les événements extrêmes. Longtemps, c'est il y a 20 ans, hein, pour dire c'est la preuve que c'est le changement climatique. Parce qu'il y a 20 ans, en fait, quand il se passait quelque chose, les climatologues me disaient bon, on n'en sait rien. Si c'est un rapport, on te dira ça dans 5 ans quand on aura tout étudié, faire des statistiques et tout. Alors que maintenant, avec notamment le travail des gens de l'équipe de Votard, ça permet de enfin répondre à la demande du Red-Chef. Parce que le rédacteur en chef, chaque fois qu'il y avait un truc comme ça, il demandait aux journalistes scientifiques, allez, dis-nous, c'est la faute du changement climatique ou pas? Puis il fallait le dire le lendemain de la tempête. Hein. Bon. Là, maintenant, du coup, il y a un outil qui permet aux journalistes d'utiliser les événements extrêmes assez rapidement après leur survenue pour dire, voilà, c'est la faute de... Et donc là, on voit par exemple Derna et au moins 10 000 morts. OK, il y a une part de la responsabilité, c'est le bordel... de l'État libyen que les barrages n'ont pas été entretenus et surveillés depuis 15 ans et voilà, mais aussi la force médicale qu'il y a eu qui est
qu'aurait été inférieur s'il n'y avait pas eu le réchauffement. Et donc maintenant, on peut mieux utiliser ça, et je pense que on peut faire des progrès dans le partage de la connaissance sur le climat, sur toute la physique, sur la technologie. On peut faire des progrès, mais faut pas rêver qu'ils soient tellement rapides et tellement puissants qu'ils vont tout balayer, et notamment qu'ils vont balayer, je sais pas si vous êtes, moi je vis dans l'extrême ruralité maintenant, pour aller à la première boulangerie, il faut que je fasse 25 minutes de voiture. Il n'y a pas beaucoup de kilomètres, hein, il n'y en a que 15, ça va pas vite. Mais je n'ai pas d'autre solution. Ça m'arrive de faire mon pain. Mais voilà, non, il y a d'autres trucs que je peux pas faire moi-même. Et tous ces endroits-là où l'usage d'une énergie fossile est une obligation par un piège technique où les gens sont, quand il n'y a pas de solution rapide pour shifter vers quelque chose d'autre, dès lors que c'est des gens qui ont des revenus modestes, ils prennent comme une agression terrible, parce que ça veut dire que tout simplement, ils vont se priver d'autres choses, etc. Et donc, ça balaye tous les raisonnements qui sont tenus à froid. Mais c'est pas une surprise. Les économistes qui travaillent dans le groupe 3 du GIEC écrivaient déjà il y a 25 ans que tout outil de taxation des énergies fossiles pour inciter les acteurs économiques à diminuer leur usage de ça, pour les orienter vers d'autres choses qui sont pas ou moins émettrices de gaz à effet de serre, devait être utilisé en tenant compte de l'impact différencié sur les populations en fonction de leurs revenus, et que si c'était pris, la conséquence de ça pour les populations ayant le moins d'argent, ça se traduisait directement par une diminution de leurs conditions de vie, alors ça serait refusé. Bon, c'est les gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'est prédit par les rapports du GIEC, en fait. Et donc, il faut savoir faire ça, c'est-à-dire faire en sorte que le coût financier de la transition il soit supporté par les couches supérieures de la société et pas par les couches inférieures. Sinon, on aura beau éduquer les gens, ça ne marchera pas. Oui, puis après Gilles. Je l'ai vu. Ça rejoint un peu ce passage que j'ai évoqué. Il y a un an, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a proposé à opérer fortement une forme de fonctionnaire à les enjeux et à la physique, à la chimie, du système physique. Comme vous l'avez dit, finalement, il y a aussi la parole des hommes politiques visibles qui jouent beaucoup sur la croyance et l'implication des gens. Et je me demandais si, à votre avis, former tous les fonctionnaires, et donc à un moment où, bien évidemment, les hauts fonctionnaires, d'ailleurs, c'est les premiers qui sont sensibilisés et formés, donc il y a beaucoup d'efforts là-dessus, est-ce qu'ils pensent vraiment, et de dire, OK, dans 5 ans, au moins ce problème-là, il n'y aura plus de fausse communication sur le rôle des gazétaires, sur l'attribution, sur Non, ça continuera, ne serait-ce que Tu n'as parce pas entendu la question, vous pouvez la reformuler. En gros, est-ce qu'il va suffire de former les hauts fonctionnaires à la science du climat pour que les populations ne soient plus soumises à des présentations erronées du sujet, des mensonges, etc. Je crois pas. Quand les chaînes d'information continue qui sont la propriété de Bolloré, Pascal Pau et compagnie font leurs conneries sur le climat, c'est pas un problème de connaissance. C'est parce que c'est une volonté politique. Ils ne veulent pas qu'on s'attaque au sujet parce qu'ils ont parfaitement compris que ça met en cause des structures sociales que eux ne veulent pas vouloir changer. Et donc, les raisons pour lesquelles ils racontent des conneries sur le climat sont extérieures à une problématique de savoir et d'ignorance. À la limite, c'est parce qu'ils ont très bien compris qu'ils font ça, et pas du tout parce qu'ils n'ont pas compris. Donc, si on forme tous les gens qui sortent de l'ENA, tous les 35 000 hauts fonctionnaires,
que ceux-là, ils sont plus au courant, ils auront bien compris, ça changera rien à ce que fera Pascal Pro. Mais non, il est déjà formé en réalité. C'est pas un problème de formation. Le problème est ailleurs. Le problème est ailleurs, c'est que si on considère que la vision qu'on a de la société, on veut une société capitaliste, on veut la concurrence, on veut le CIR parce que ça correspond à la philosophie qu'on a, etc., eh bien, ça va écrabouiller tout raisonnement fondé sur la physique de l'effet de serre et les conséquences pour les gens et les risques climatiques. Parce que c'est plus important dans leur hiérarchie de la pensée que même que les risques du changement climatique. En plus, tous ces gens-là qui sont quand même disposent tous de niveaux de revenus, de patrimoine, qui peuvent leur laisser penser qu'ils auront les moyens de se protéger des dégâts du changement climatique. Hein, typiquement, je prends un exemple con, il fait très chaud. Si on est pauvre, on n'a pas de clim. Si on est riche, on a une clim. Ah, etc. Il y a je pense, un exemple plus probant avec Musk et le fait de partir sur Mars. Oui, mais bon, il n'a pas encore le truc qui lui permettrait de vivre là-bas sans danger. Mais en tout cas, voilà, c'est-à-dire que il faut. Je comprends bien que des scientifiques des sciences de la nature se disent, on a un problème, on l'a compris. Enfin, on a compris la physique ou la technique de la chose, donc on met en œuvre la solution. Ça marche pas comme ça dans l'histoire des sociétés. On voit des sociétés, des dirigeants qui prennent des décisions qui peuvent sembler absurdes, mais c'est parce qu'on oublie que les raisonnements qu'ils ont ne sont pas de cet ordre-là. Gilles ? Ouais, moi, je voulais juste dire une petite chose, c'est que on a pas mal discuté de convaincre les gens du G7 ou les multimilliardaires. C'est une façon d'attaquer le problème. Une autre, à laquelle je crois méchamment plus, c'est d'augmenter la connaissance scientifique du citoyen de base. Et ça, c'est vraiment super important parce que si le fait que vous avez le bon discours, la bonne analyse, ça suffisait à changer la société, ça se saurait. Ça fait au moins 30 ans que ça se saurait. Donc la question, c'est pas tellement le discours scientifique, pour moi, il est à peu près acquis. Il y a des recherches tout ça à faire, mais c'est le terreau, c'est-à-dire l'absorption par le citoyen de base de la compréhension de ce qui va lui arriver. Et donc la question, c'est pas de convaincre des milliardaires pour le G7, ce qui sera extrêmement difficile, comme tu l'as dit, c'est de faire que les citoyens décident de leur avenir en connaissance de cause. Et donc moi, je suis, au lieu de passer notre temps le soir à faire du fact-checking, ce qui est très important, d'être sur les questions des autres, à essayer d'écluser l'ignorance, il faut, et très rapidement, de l'école, du collège, de l'élémentaire à l'université, former les gens. Et quand je dis ça, les gens me disent, mais Gilles, mais t'es un rêveur, il va falloir 15 ans, 20 ans pour faire ça, et ce sera trop tard. Mais non, il faut le faire tout de suite, il faut le faire dans les entreprises, dans la formation continue. Il n'y a qu'une seule solution dans un pays démocratique pour que les choses bougent, c'est que les gens comprennent. Donc moi, je pense, et j'engage les gens, et c'est un peu ce qu'on a fait Sylvestre et moi, en se disant, à quoi ça sert d'avoir un discours scientifique si les médias, c'est les médias qu'on avait en 2010. Et François-Marie Bréant a bien fait de répéter que les médias d'aujourd'hui, heureusement, ils ont changé. Mais si notre discours, il est juste pas compris, ça sert à rien. Donc, un truc qui est fondamental, et malheureusement, je le dis, c'est triste, mais malheureusement, les mesures gouvernementales qui consistent à retirer les maths, la physique, la SVT, à produire des citoyens qui n'ont plus les bases, alors ça, je peux vous dire, c'est sûr que ça va pas dans le bon sens. Oui. Vous qui avez probablement une vision assez globale du panorama des gens qui peuvent communiquer sur ce sujet, par exemple des journalistes comme vous, ou alors des médias comme, je sais pas, qui s'adressent peut-être plus aux jeunes. Vous avez aussi Jean Policy, qui est une personne extrêmement médiatisée. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant? Est-ce que vous pensez qu'il y a des lacunes et quelles sont-elles pour vraiment arriver à transformer un peu l'essai? Et comment vous comparez ça dans des médias étrangers? Parce qu'en France, on est plutôt relativement bien informés, ou assez bien informés.
Il y a une étude mondiale des opinions publiques sur le changement climatique qui a été financée notamment par EDF, qui est sortie il y a quelques mois, que vous pouvez trouver. Hein. Vous tapez, donc dans une trentaine de pays, si mes souvenirs sont bons, ils ont fait une étude similaire partout. L'état de l'opinion publique par rapport au changement climatique, c'est pas très réjouissant. Hein. C'est-à-dire que notamment, on voit que dès qu'il y a des difficultés économiques qui montent, pour les classes populaires, des problèmes de cherté de la vie, etc., dans les préoccupations des gens, les questions du changement climatique, paf, redescendent. Et puis, d'une certaine manière, quand entre guillemets tout va bien, elle remonte. Alors, ça me fait un peu rigoler parce que j'ai écrit ça dans le bouquin que j'ai publié il y a 23 ans, qui s'appelait Quel climat pour demain. J'écrivais un truc du genre, on s'occupe du climat quand tout va bien. Qu'il n'y a pas de guerre, qu'il n'y a pas de crise, qu'il n'y a pas à l'époque, c'était vrai d'ailleurs, hein. Ça marchait comme ça. Plus maintenant. Maintenant, on ne peut plus enlever le climat de l'agenda diplomatique et médiatique et politique parce que c'est devenu parce que vous avez vu ce qui s'est passé sur les 20 dernières années. Donc, à la fois, on peut se dire que quand on regarde les émissions de messages, ça va mieux qu'avant. Il y a beaucoup plus de gens, il y a beaucoup plus de journalistes, il y a beaucoup plus même de responsables politiques qui tiennent des discours simplement en respectant la science sur le changement climatique. On a maintenant des autorités, par exemple l'actuel secrétaire général de l'ONU, il sort la Kalachnikov là, à chaque fois maintenant quand il parle du climat. Hein. Il utilise des mots qui sont vraiment, là il a dit on a ouvert les portes de l'enfer. C'est le secrétaire général de l'ONU, c'est un diplomate, hein, c'est pas un militant qui crie dans la rue. Hein. Donc de ce point de vue, on peut se dire qu'on fait des progrès assez rapides sur ces dernières années, mais il faut pas se leurrer. Il suffit de regarder, comment dire, il y a quelques jours, Airbus a annoncé qu'ils avaient une super commande de 200 nouveaux avions d'une compagnie indienne. Je vous garantis qu'à Bercy, à l'Élysée, à Matignon, ils ont tous fait yes. Pourquoi? Mais parce que les usines de France où il y a le plus de personnes qui travaillent, c'est Airbus. Donc, Airbus, c'est du travail qualifié pour beaucoup de gens, c'est des recettes fiscales importantes pour l'État et c'est le premier secteur de nos échanges commerciaux avec l'étranger bénéficiaire dans un pays qui a un solde commercial dramatique, notamment à cause de l'achat de pétrole et de gaz. Et donc, ils n'ont pas crié à la télé, yes, mais ils ont tous pensé très fort, yes. Et c'est-à-dire que moi, pendant 20 ans à l'IB, je faisais mes papiers sur le problème climatique dans les pages sciences, et le même jour, en page économie, mes collègues du service économie disaient « Ah, yes, Renault, Peugeot, Airbus, ça marche, ils produisent des bagnoles et des avions », sans aucune relation entre les deux. Et d'ailleurs, c'est symptomatique du fait que ça, c'est que quand je suis arrivé à Libération, j'étais au service sciences, on me dit, tu remplaces quelqu'un, dans tes trucs, tu as le changement climatique, le climat. Je dis, OK, je fais la suite, service sciences. Mais qui s'occupe de la convention, des négociations internationales, des trucs industriels, etc. Ils m'ont dit, en fait, personne d'autre que toi. Bon, en fait, donc, du coup, j'ai fait un petit peu, mais très peu. Mais j'ai quand même dit à la direction, est-ce qu'on peut faire un truc transversal entre les services? Que par exemple, la rubrique étranger qui fait la diplomatie, qui travaille avec le Quai d'Orsay, s'occupe des négociations internationales et de la convention, parce que c'est le Quai d'Orsay qui s'occupe de ça. C'est pas moi au service sciences qui va aller au Quai d'Orsay. Moi, je veux le ministère de la Recherche. Et la direction a dit non. Et pendant 20 ans, ça a été comme ça. Cette espèce de schizophrénie. Mais cette espèce de schizophrénie, sur le fond, ce qu'elle voulait dire, c'est que la direction de la rédaction de Libération, pendant ces 20 ans, n'a jamais rien compris au sujet. Elle croyait que c'était un truc pour la rubrique sciences,
Et puis aussi en rubrique société, pour les journalistes qui font porte-micro pour les ONG environnementalistes, qui font des manifs, à bas le changement climatique, etc., etc. Mais la rubrique économie, on s'en occupe pas. La rubrique économie, voilà. C'est mieux maintenant. Je ne sais pas parce que je suis plus un lecteur régulier de Libération, mais je suis pas sûr que ça soit beaucoup mieux. En tout cas, la qualité de l'information donnée, y compris aux dirigeants, par la presse française pendant ces 20 années sur le dossier climat, elle n'était pas très bonne, hein. Notamment à cause de ça, du fait que c'était un sujet qui était traité par les services sciences, parfois en environnement, alors que ça aurait dû être une préoccupation de l'ensemble des services et des rédactions. Je vous prends un exemple qui va vous sembler peut-être pas anecdotique, c'est un sujet pour les services culturels. Pourquoi? Parce que la sobriété, c'est un rapport il y a de la culture là, c'est comment on veut vivre. Je parle pas seulement de est-ce que les artistes doivent parler de ça, etc. Non, c'est pas ça seulement. C'est la question de l'imaginaire de qu'est-ce qui est bien dans la vie. Je vous prends un exemple très simple. Les comités d'entreprise, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour les vacances? Distribuer des billets pour aller au Club Med à Djerba ou organiser des randonnées dans le Massif central? Sujet d'actualité. En fait, ça me saoule que ça parle de oui, mais du coup, ça serait bien, il faudrait éduquer nos jeunes, mais c'est pas les jeunes en fait. C'est pas les jeunes qui ont le pouvoir, et quand les jeunes auront le pouvoir, ça c'est déjà trop tard. Ils sont vieux. Moi, il y a un peu. Et comme tu sais, quand on vieillit, on devient con. Oui. Et puis après, Nada. Dans la continuité, sur les raisons d'inaction, j'ai bien aimé, je ne pas dire quand on est ignorant, ça n'aide pas à agir, mais quand le savoir ne suffit pas, à agir. Les liens, je suis tellement convaincu de la nécessité de repenser nos sociétés, économiques, politiques, notamment en réduisant les inégalités pour arriver à combattre ce changement climatique. Et de ce point de vue-là, j'ai l'impression, j'ai un point de vue, je voulais savoir si vous partagez. Médiatiquement, on entend assez peu, alors je peux dire franchement, on a beaucoup de collègues ici qui interviennent médiatiquement. J'ai l'impression qu'on entend moins de gens, collègues, on va dire typiquement les marges au groupe 3, qui sont plutôt sur la partie économique. Médiatiquement, j'ai l'impression qu'on les entend moins. Du coup, je me demandais si c'est un biais, parce que je m'informe assez peu et tout, vous avez le même constat. Et si oui, à quoi ça s'explique? On ne les invite pas, c'est nous qui prenons la place, on va dire la physique et les impacts, parce que en fait, ça ne passera que par eux. En tout cas, c'est un levier potentiel, quoi. Alors, il y a plein d'explications à ce que vous décrivez, qui est en gros, quand le paléoclimatologue Jean Jouzel passe à la télé, on lui demande qu'est-ce qu'il faut faire en économie, quoi. Qu'est-ce qui coûte? Ça va pas. Alors, il y a le problème du bon client. Un des économistes français qui a travaillé le plus sur le sujet, il s'appelle Jean-Charles Ourcade. Jean-Charles Ourcade, à la télé, c'est une catastrophe. Et même en interview, dans toute ma carrière, j'ai essayé plusieurs fois, j'ai dû faire 3 interviews de Jean-Charles. Je vous garantis, c'est la croix à la bannière. Mais Céline Guivarch, elle est beaucoup meilleure. Lecoq aussi, je parle des gens qui sont aussi raides. Donc, c'est pas la seule explication. L'une des explications, c'est que de manière massive, les services économiques ne se sont pas occupés du changement climatique. Point barre. Et donc, ceux qui auraient dû, les journalistes spécialisés, qui auraient dû lire le groupe 3 du GIEC, lire la littérature scientifique en économie, et faire quelque chose avec ça, ne l'ont jamais fait. Je vous garantis qu'en 20 ans à Libération, mes collègues du service économique n'ont jamais, ne serait-ce que lu le résumé de décideur du groupe 3. Sans parler de la recherche qui est derrière, ou des rapports. Rien. Pour eux, ça n'existe pas.
Et ils continuaient à faire les papiers sur les PIB, sur Airbus et compagnie. Et quand ils se sont mis à s'occuper du climat, la seule chose qu'ils ont fait, c'est des portraits très emphatiques de militants du climat en Amazonie ou des choses comme ça, quoi, avec le mouvement altermondialiste et tout. Mais se coltiner la vraie économie du changement climatique, non. Donc, ils ont une responsabilité. Moi, je trouve qu'ils ont mal fait leur boulot. Mais ils ont mal fait leur boulot parce que, aussi, les dirigeants des journaux étaient comme ça. Ils n'auront jamais demandé de le faire. Hein, et donc, on est tous un peu, Bourdieu dit, hein, les journalistes, collectivement, ils sont très forts, mais individuellement, ils sont très économiquement faibles. Hein, on fait ce qu'on, voilà. Et donc, la question de pourquoi il y a eu si peu de diffusion de la science économique et puis aussi politique, sociologie, etc., enfin les sciences humaines et sociales, le groupe 3, notamment sur l'atténuation, dans la société et vers les dirigeants, ben moi je dirais que il y a ça, il y a le fait que la question que je vous ai posée à la fin d'exposer, d'une certaine manière, dans les sciences économiques mondiales et en France aussi, il y a une écrasante domination des orthodoxes, de ceux qui pensent qu'il n'y a rien de mieux que le système capitaliste, c'est pas la peine de chercher autre chose. Au mieux, on peut essayer de le réguler, on appelle l'école de la régulation en France, et puis il y a une toute petite minorité d'universitaires et de chercheurs en sciences économiques qui cherchent ailleurs. Et donc, d'autres systèmes socio-économiques. Alors, c'est pas facile pour eux parce que les expériences du XXe siècle de faire un autre système, ça n'a pas marché. Donc, ça aide pas à la réflexion. Mais le fait qu'il soit si minoritaire a eu, entre autres, comme conséquence, non seulement qu'on n'en parlait pas trop, mais le fait que eux-mêmes se sont peu intéressés au sujet, notamment dans ces dimensions technico-économiques, notamment dans ces dimensions industrielles, par exemple. Alors que dans les solutions à mettre en œuvre, la dimension industrielle, elle est énorme, notamment parce que si on veut shifter sur les sources d'énergie du très carboné au bas carboné, la question matière première industrie, elle est monstrueuse parce qu'en gros, il faut remplacer le flux de pétrole, charbon, gaz par des objets qui vont utiliser, par exemple, des flux naturels ou de l'uranium, du thorium, ce que vous voulez, mais on voit bien que il faut remplacer les milliards de tonnes de gaz, charbon, pétrole par des milliards de tonnes d'objets. Donc derrière, il y a une dimension industrielle et de matières premières. On voit bien en ce moment, les gens qui font de l'économie des matières premières, ils voient bien le lithium comme ça, et on est qu'au tout début des bagnoles électriques. Hein, et donc, il y a des gens qui imaginent qu'il va falloir multiplier par 50 la production de lithium, par 2 ou 3 le cuivre, etc. Et malheureusement, les économistes qui étaient plutôt dans l'idée, si on cherchait un autre système, ils ont fait un peu trop de philosophie, si je puis dire, et ils n'ont pas mis assez les mains dans le cambouis. Nada? Oui. En fait, une analogie avec le changement d'opinion par rapport aux extrêmes climatiques qu'on commence à voir, moi, j'espère au niveau des gouvernements et des industriels et des entreprises, etc., quand le coût de l'inaction va augmenter, parce qu'à chaque tempête, il y a plein de dégâts, il y a des choses à réparer, il y a de l'argent public qui est mis. Donc, est-ce qu'à un moment, on va voir, enfin, ils vont se dire, ça nous coûte quand même, c'est pas anodin, quoi, cette affaire, il faudra peut-être faire quelque chose. Et en tout cas, les journalistes, ce serait bien qu'ils mettent l'accent sur combien ça coûte et à qui, pour aussi que l'opinion publique change par rapport à ça aussi. Alors, il y a le combien et à qui. Et d'abord, sur le combien, le seul prix en l'honneur d'Alfred Nobel en économie,
qui a un rapport avec le problème du changement climatique. Il a été donné à Nordhaus, qui est célèbre pour penser que l'impact sur le PIB du changement climatique, c'est pas grand-chose et que donc du coup, c'est pas la peine de s'exciter. Ça dit quelque chose sur l'opinion dominante chez les économistes du sujet. Et évidemment, ça faisait se lever les cheveux sur la tête de tous les scientifiques qui bossaient sur les dégâts. Ok, t'es bien gentil, mais quand on commence à avoir les trucs comme il y a en Libye, etc., le PIB, poum, ça s'écroule. Et puis et il y a le qui. Il y a le qui, et qui était décisif parce que on voit bien la différence radicale qu'il y a entre les pays déjà assez développés avec de la technologie, de l'organisation sociale, des États qui fonctionnent, etc., et puis le reste de l'humanité. Les dégâts provoqués par les à-coups du climat n'ont pas du tout les mêmes, enfin, c'est pas du tout le même niveau, quoi. Je sais pas, bon, ok, la Camargue sera un jour sous la Méditerranée, bon, ben, on va s'en occuper, ça va changer la géographie, mais personne va mourir à cause de ça, quoi. Quand l'État-Unis va commencer à avoir 10% de son total sous la mer, il y a des millions d'Égyptiens, on ne sait pas ce qu'ils vont faire, hein. Ils peuvent pas aller en Libye, ils peuvent pas aller au Soudan, ils peuvent pas aller en Israël, il y a plus que les bateaux, puis le reste du Nil, bon, il n'y a pas de place et il n'y a rien à cultiver. Et c'est explosif. Et cette dichotomie entre responsabilité des émissions et qui paye les pots cassés, ça, même d'un point de vue de l'impact économique, ça a été très sous-estimé. Et si la réaction des pays entre guillemets riches à ça, c'est les miradors pour empêcher les migrants de venir, bon, je sais pas comment ça va se terminer, mais je vois très mal l'affaire. Et donc dans les actions pour l'atténuation du changement climatique et l'adaptation, le transfert de technologies, de moyens, d'organisation vers l'Afrique, l'Amérique latine, l'Asie du Sud, c'est un truc, c'est gigantesque. C'est gigantesque. Et si c'est pas fait, je ne sais pas quelles seront les conséquences sur les PIB de cette bombe géopolitique, mais je pense que c'est même pas mesurable d'aujourd'hui, quoi. Oui. Moi, je fais un peu de com sur le changement climatique et je vois qu'on est de plus en plus sollicité par des collectivités locales et en particulier qui sont pas forcément à gauche, ce qui n'était pas le cas du tout il y a quelques années. Par contre, dès qu'on arrive sur ces questions de changer le système, des problèmes liés au système économique actuel, on remet en cause un peu ce dogme de la croissance, et là, tout de suite, on est attaqué sur des messages politiques. C'est-à-dire que le dialogue n'est plus possible. C'est un dogme aujourd'hui, on ne peut pas remettre en question le système tel qu'il existe, la croissance économique, et que ça, qu'il y ait des messages scientifiques et des analyses scientifiques derrière, c'est totalement inaudible. Et donc, voilà, arriver à convaincre les gens que ce système nous amène dans le mur, c'est compliqué. Oui. Et je ne vais pas trop développer sur PIB, économie, etc., mais il n'y a pas longtemps, il y avait une étude sur les habits des Français, montrant que par rapport à il y a 20 ans, en volume d'habits, en nombre de chemises, etc., on en achetait 40% de plus. Alors qu'il y a 20 ans, la France n'était pas en rayon, hein, on était très bien habillés, enfin, à part des très pauvres, mais il n'y a aucune justification rationnelle en termes de à quoi sert un vêtement, en dehors des effets de mode et de prestige et tout ce que vous voudrez. Il n'y a aucune justification à cette augmentation de 40% du volume d'habits achetés, et c'est 40% donc de matière en plus, d'énergie en plus, de transport en plus, etc., etc. Et donc, on peut se dire, c'est absurde. Mais par rapport au fonctionnement du système économique capitaliste, c'est pas du tout absurde.
C'est le nec plus ultra de ce qu'ils pensent de ce qu'il faut faire. Et en termes de circulation de l'argent sur chacun de ces habits, en plus, l'État a prélevé sa TVA et ça a donné une recette fiscale. Et donc, le véritable enjeu, c'est la science va dire, on va essayer d'avoir les vêtements dont on a vraiment besoin et pas plus. Donc, ça va faire une diminution de l'activité économique dans le textile et dans les magasins de vêtements, ce qui aura comme conséquence une diminution des recettes fiscales de l'État. Comment on fait pour gérer ça? Et tant qu'on a des dirigeants économiques, politiques, qui sont persuadés qu'il n'y a pas d'autre solution pour la vie économique que cette accélération, la rotation du capital, et que ça, parce que en fait, notamment la croissance, c'est que ça permet de prélever à chaque fois les recettes, notamment pour l'État et pour les investissements futurs. Tant qu'ils pensent ça, ils seront en permanence tentés de faire le contraire de ce qu'il faut faire. Donc il y a c'est un sujet qui est vraiment profond. Et le débat sur la croissance, il est souvent très con, parce que la quasi-totalité de ces discours, en fait, il y a un mot qui est enlevé, c'est la croissance de l'indicateur PIB. Et parce que les dirigeants d'entreprises, politiques sont tellement persuadés qu'il ne faut pas remettre en cause le fait que cet indicateur, c'est l'indicateur numéro 1 à avoir pour juger d'une politique. C'est pas qu'un truc philosophique, c'est dans les accords internationaux, dans la métrologie, c'est marqué que c'est ça, hein, que le bon indicateur, c'est PIB. Aujourd'hui, il commence à y avoir des débats, même dans Nature, sur est-ce qu'on devrait enlever ça, enlever le PIB comme indicateur dans tous les traités internationaux, par exemple, et mettre autre chose. En fait, il y a déjà des gens qui ont pensé à quelle autre chose, un indicateur qui existerait déjà et qui serait opérationnel. Enfin, c'est l'indicateur du développement humain, l'IDH, qui mesure non pas le produit intérieur brut, mais d'une certaine manière le bonheur intérieur brut. C'est-à-dire, dans une population, c'est quoi son état de santé, son accès à l'éducation, l'accès à l'information, combien il y a de médecins, etc., etc. On peut faire donc c'est un indicateur composite, mais il existe déjà, on l'a par pays, et il est très révélateur des conditions de vie réelles des populations, bien plus que le PIB. Parce que le PIB des États-Unis est très supérieur à celui des Français, quel est l'imbécile qui va se dire la population américaine vit beaucoup mieux que la population française? Oh, il y a plein d'indicateurs sanitaires, espérance de vie, homicide, enfin plein de trucs aux États-Unis qui sont dans les choux par rapport à nous. Donc, au-delà d'un certain niveau, le PIB n'est plus un indicateur intéressant en termes d'objectifs. Et du coup, il faut absolument, chaque fois qu'il y a des discussions sur croissance, décroissance, commencer par dire ça, dire de quoi, c'est quoi les objectifs, et de dire aussi que, oui, il y a des choses qui doivent absolument décroître, c'est des quantités physiques d'énergie, d'émissions de gaz à effet de serre, de matières premières utilisées, d'intrants dans l'agriculture, etc., etc., et d'avoir des discussions sérieuses jusqu'au bout. Par exemple, moi, je ne suis pas d'accord avec Négawatt pour dire qu'il faut diminuer le nombre de mètres carrés par habitant. Moi, je viens d'une famille populaire. Dans ma famille, il y avait 5 enfants, il y avait 3 chambres, il y avait les 3 filles dans la même chambre. Ok, il y avait mon frère dans la mienne, mais il y avait aussi l'établi du père. Donc, du coup, on n'avait vraiment pas de place. Bah non, moi, je préfère que je veux pas que... je pense que la France peut payer que les mômes, ils aient chacun leur chambre. Voilà. C'est juste un exemple pour dire concret, pour dire, mais discutons-en. S'il y a vraiment pas moyen, bon, il y aura le nombre de mètres carrés par jour, mais par personne, mais commençons par diminuer les mètres carrés qu'on peut récupérer
Ouais, c'est la notion du minimum que chacun, Oui. auquel chacun devrait avoir accès, autant en termes Oui. d'énergie que de mètres carrés. Voilà. Je vois pas, moi, s'il y a encore beaucoup de questions. Mais... Bah, c'est-à-dire qu'il est 1h moins 20 là. Ouais, on va donc je peut-être pense arrêter. que les Donc, estomacs ceux commencent qui à n'ont pas brouiller. osé poser leurs questions, Sylvestre va rester manger avec nous, donc ils peuvent nous rejoindre. Il sera là aussi, mais je crois qu'il a enregistré quelques visios pour le M2 Climat Média, mais enfin, il sera là cet après-midi, donc vous pourrez aussi aller le voir. Je vous remercie beaucoup. Merci Sylvestre. Merci beaucoup. Il y a encore 20 personnes en ligne, mais je pense qu'ils ont posé leurs questions ou les questions ont été posées en salle. Merci Massa. Merci. À bientôt. Merci, Massa. J'aimerais bien déjeuner avec vous aussi. Bien sûr.